Bonjour, je suis le professeur Carole Hichet, je suis anesthésiste réanimateur et je travaille au CHU de Nice. Je vais vous parler donc de l'insuffisance rénale aiguë, pour vous dire d'abord que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Ensuite, vous dire que, il existe des recommandations à la fois françaises et anglo-saxonnes qui ont suivi, concernant l'insuffisance rénale aiguë, si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Premier message que je voudrais vous passer concerne la physiopathologie pour vous faire comprendre que l'insuffisance rénale aiguë est un syndrome qui résulte de causes qui sont différentes, le choc hémorragique, le choc septique, les médicaments néphrotoxiques. Et vous voyez donc que de nombreuses causes peuvent aboutir à la création d'une insuffisance rénale aiguë et que bien souvent en réanimation et dans la période périopératoire, ces différentes causes peuvent s'associer entre elles. Important dans la physiopathologie concerne l'évolution de l'insuffisance rénale aiguë. Ici représentée donc la fonction rénale en ordonnée et le temps en abscisse. Au moment où vous avez l'agression ou les agressions, vous allez avoir le développement de cette insuffisance rénale aiguë, mais ensuite l'évolution est totalement imprévisible. Il peut y avoir une récupération complète, surtout si votre rein fonctionnait bien auparavant, mais il peut y avoir une dégradation très rapide avec aboutir au décès, ou alors une évolution vers une dysfonction rénale qui ne nécessite pas la dialyse, ou une évolution complètement vers une insuffisance rénale terminale avec parfois nécessité d'épuration extra, de dialyse même chronique. Un autre point concerne les définitions. En fait, on a pensé pendant longtemps que l'insuffisance rénale aiguë était quelque chose de fixe, mais on sait maintenant qu'il y a un continuum entre différents niveaux de gravité, qui sont des niveaux de gravité d'agression et de lésion, jusqu'à arriver à la dysfonction elle-même. Donc au départ, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir une ou plusieurs agressions. Plus vous allez avoir des agressions, qu'elles seront longues, et plus l'évolution va se faire vers la dysfonction rénale. Au départ, l'agression peut paraître tout à fait inaperçue pour le rein, vous ne le verrez pas. Et donc, c'est une phase qui est tout à fait subclinique ou infraclinique. Et puis ensuite, si ces agressions persistent, il peut y avoir des lésions histologiques sans qu'on s'en rende compte sur le plan de la fonction rénale et le rein peut ne pas montrer de défaillance. Et puis si ça continue, vous allez avoir vraiment ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë qui se traduit par une baisse du débit de filtration glomérulaire et qui peut évoluer vers le décès bien entendu, mais qui est souvent accompagné de complications. Et finalement, on a des différents degrés de gravité, si je puis dire, d'insuffisance rénale aiguë. Il y a tout d'abord la simple agression et lésion histologique, donc on appelle agression rénale aiguë. Si elle persiste, ça va évoluer vers la dysfonction rénale avec l'insuffisance rénale aiguë. Deuxième élément dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance rénale aiguë. Il y a beaucoup de points communs et l'un va agir sur l'autre. On sait maintenant que l'insuffisance rénale aiguë peut évoluer vers une maladie rénale chronique. On appelle ça maintenant des maladies rénales chroniques et on sait aussi que la maladie rénale chronique peut favoriser la survenue d'une insuffisance rénale aiguë. Au sein de l'insuffisance rénale aiguë, il y a deux périodes, on le verra à la fin, la période suraiguë des premiers jours et puis pendant les 3 premiers mois, ce qu'on appelle la maladie rénale aiguë, où on va pouvoir voir si le patient récupère sa fonction rénale ou pas. On sait maintenant depuis un certain nombre d'années, grâce à ce groupe international qui s'intéresse à l'insuffisance rénale aiguë, le groupe CADIGO, qu'on sait donner une définition de l'insuffisance rénale aiguë et pas chacun dit la sienne. Elle est basée sur deux types de paramètres, la créatinémie, ou plutôt la variation de la créatinémie, et l'évolution de la diurèse. Et vous voyez donc il y a 3 stades de gravité croissante. Pour ce qui est de la créatinémie, vous le lirez, c'est une augmentation de 1 à 2 fois, de 2 à 3 fois et de 3 fois, ou la nécessité d'une épuration extra-rénale, le stade 3 étant le stade le plus grave. Et pour la diurèse, vous voyez qu'on l'exprime en millilitres par kilo par heure. C'est important de tenir compte du poids, mais aussi, ce qui est important à voir, c'est de se donner un petit peu de temps et il faut regarder le délai. Donc, inférieur à 0,5 ml par kilo par heure pendant 6 à 12 heures, c'est le premier stade de l'insuffisance rénale aiguë, c'est le stade 1 CADIGO. Si cette oligurie persiste pendant plus de 12 heures, c'est le stade 2. Et le stade 3 est défini par une diurèse inférieure à 0,3 ml par kilo et par heure pendant plus de 24 heures ou une anurie totale pendant 12 heures. C'est le critère, alors il peut y avoir les deux critères en même temps, mais il peut y en avoir qu'un des deux, et c'est le critère le plus péjoratif qui va déterminer le stade de gravité de l'insuffisance rénale aiguë. Un petit peu sur la créatinémie, en fait, pour vous dire que la créatinémie, certes, elle est évaluée au lit du patient, mais ce n'est pas le chiffre de créatinémie, vous avez vu dans la classification CADIGO, c'est plutôt les variations, parce qu'on sait que le chiffre lui-même est difficile à interpréter.
Mais finalement, pour avoir une meilleure évaluation, en tout cas pour les patients de réanimation, de la fonction rénale, il faut avoir une clairance de la créatinémie. C'est ce qui est représenté ici sur de votre schéma de droite pour vous montrer que la créatinémie n'est pas suffisante. Vous avez en abscisse le débit de filtration glomérulaire à l'inuline, qui est la mesure de référence, et puis ici l'évolution de la créatinémie. Vous voyez que ce n'est pas une droite et que quand on passe de 140 à jusqu'à 60 à peu près millilitres par minute de débit de filtration glomérulaire, vous voyez que la clairance de la créate finalement va baisser alors que la créatinémie n'a pas beaucoup bougé. Et puis à partir d'un certain seuil, avec déjà plus de la moitié de la fonction rénale qui a diminué, eh bien, vous voyez que vous avez une augmentation là d'un coup très abrupte de la créatinémie. Donc on se trouve dans cette zone intermédiaire entre 60 et 100 avec ce qu'on appelle une zone aveugle de la valeur de la créatinémie. Donc ça c'est la première chose et il faut faire attention. Vous allez pour mesurer la clairance de la créatinémie, il faut faire les urines de 24 heures. C'est faux. On sait maintenant qu'on peut faire ce qu'on appelle des clairances flash qui sont mesurées sur 2 ou sur 4 heures ou sur 6 heures. Il suffit d'avoir le vrai volume pendant la durée qui est déterminée et de faire le calcul. Et la concordance des résultats a été montrée ici sur ce schéma. Vous voyez que tous les chiffres sont entre les pointillés, ce qui assure d'une bonne corrélation entre celle sur 24 heures et celle sur 4 heures. Et donc, je vous encourage à utiliser ce moyen. Que disent les recommandations? Elles disent que si on souhaite estimer le débit de filtration glomérulaire, il ne faut surtout pas utiliser les formules estimées chez les patients de réanimation en période post-opératoire, parce que toutes les formules, que ce soit le Cockcroft-Ego, le MDRD, le CKD, et puis tant d'autres, ont été validées sur des patients qui sont des patients chroniques et qui sont stables. Donc, ce n'est pas la peine de les faire parce que vous allez vous tromper. Par contre, ce qu'il faut faire si on veut vraiment avoir une clairance, il faut la calculer. Il faut faire un calcul UV sur P avec la formule que je vous ai donnée sur 2 heures ou sur 4 heures ou sur 24 heures, comme vous le souhaitez. Autre point important, ce sont les facteurs de risque. Et bien entendu, on sait que en fonction du patient, de ses comorbidités, du type de pathologie, les facteurs de risque ne sont pas les mêmes. C'est ce qui a été montré dans cette étude. Vous voyez ici le pourcentage de survenue d'insuffisance rénale aiguë dans différentes situations. En bas, ce sont les situations les plus à risque d'insuffisance rénale aiguë, l'infection, le choc septique, la chirurgie cardiaque, la chirurgie urgente abdominale lourde. Et puis en haut, vous voyez, il y a la neurochirurgie, les problèmes gastro-intestinaux qui sont moins pourvoyeurs d'insuffisance rénale aiguë. Globalement, dans cette étude, il y a à peu près 25% de patients chirurgicaux, 23% de patients médicaux et 19 patients de chirurgie cardiaque. On retrouve à peu près ces chiffres dans la littérature, mais bien sûr, ça dépend des études. Autre point qui est important, donc plusieurs facteurs contributifs ont été aussi étudiés. Vous ne regardez que la partie droite de la diapositive et vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes choses, le choc septique, la chirurgie majeure, le choc cardiogénique, l'hypovolémie, les médicaments néphrotoxiques, etc., etc. Ce qui est important à savoir, c'est que souvent, ces facteurs contributifs sont souvent présents en même temps, simultanément, ce qui augmente considérablement le risque d'IRA. Globalement, il y a deux types donc, de facteurs de risque. Il y a, comme je vous l'ai dit, les susceptibilités individuelles, c'est-à-dire les comorbidités. Le grand classique, c'est l'hypertension, l'âge, le diabète, le cancer, les maladies rénales chroniques préalables. Et puis la cause à proprement parler, l'exposition, donc le sepsis, le choc septique, tout ce qui est état de choc, la traumatologie et puis les médicaments néphrotoxiques. Ici, sur cette diapositive, vous voyez représenter les principaux médicaments néphrotoxiques dont on reparlera, en particulier les produits de contraste iodé, les aminosides et puis les antihypertenseurs IEC ou ARA2. Bien sûr, cette liste n'est absolument pas exhaustive. Alors maintenant, on va aborder le problème de la prévention et du traitement de l'insuffisance rénale aiguë. En fait, quand vous avez une insuffisance rénale aiguë, elle va être influencée par les comorbidités dont je vous ai parlé, pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est de la prévention avec une stabilisation, par exemple, d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. Des facteurs génétiques, là non plus, pour lesquels, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose. Ce sur quoi on peut agir, c'est l'agression. Alors, on peut pas, on arrive après, par exemple, quand on a un choc septique, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de traiter au plus vite le sepsis par des antibiotiques et traiter la cause du sepsis, par exemple, s'il y a une cause chirurgicale. Et puis, surtout, prévenir la suragression, et en particulier l'hémodynamique, sur laquelle on va passer un petit peu de temps.
Donc la prévention et le traitement, c'est la même chose, enfin c'est la même chose, pas au même moment, mais c'est la même idée. La prévention primaire, c'est de traiter la cause, toujours. Ensuite, vous avez des stratégies non pharmacologiques de prévention et de traitement, des stratégies pharmacologiques, on le verra très peu, et des stratégies de gestion des agents néphrotoxiques quand ils sont nécessaires. Tout d'abord, la prévention non spécifique concerne l'hémodynamique. Je vous l'ai mis sur une diapositive précédente et il faut avoir des objectifs. Les objectifs ne sont pas très compliqués comme ça, mais plus compliqués à mettre en œuvre parce qu'il faut éviter toute hypotension, il faut éviter l'hypovolémie et vous savez qu'il n'est pas facile d'optimiser la volémie, en tout cas de connaître le statut volémique d'un patient, donc il faut monitorer les patients. Et il faut tout en même temps, on remplit, il faut éviter d'arriver à avoir une balance hydrique positive. En fait, on ne peut pas obtenir les deux choses en même temps, c'est antinomique. Souvent, on est obligé de faire un remplissage vasculaire important au départ, mais dans les jours qui vont suivre, on va s'escrimer à diminuer cette balance hydrique positive, où on n'a plus besoin à ce moment-là de remplissage vasculaire important, parce qu'on risque d'entraîner une congestion veineuse, et en particulier une congestion rénale, qui va aggraver les lésions rénales. Quelques mots sur le remplissage vasculaire, quel volume, beaucoup de discussions entre le restrictif, le libéral, surtout donc en période périopératoire. Je vous ai sorti cette étude qui est assez récente et intéressante. C'est 3000 patients de chirurgie abdominale majeure. Ils ont été randomisés en deux groupes, un groupe restrictif dont l'objectif était d'essayer de maintenir une balance hydrique à zéro, versus un groupe libéral en paire et post-opératoire, les premières 24 heures post-opératoires. Voyez représenté ici certains paramètres entre les deux groupes, presque 1500 patients par groupe. Et ce qu'il faut ici voir, c'est que évidemment, il y a le double de remplissage vasculaire et le double de balance hydrique positive dans le groupe libéral versus restrictif. Et qu'est-ce que en termes de résultats? Première chose ici, on voit la survie à 1 an, pas de différence entre les deux groupes. Par contre, en termes d'infection du site et de survenue d'insuffisance rénale aiguë et de nécessité d'épuration extra-rénale, il y en a moins dans le groupe restrictif par rapport au groupe libéral. Donc plutôt en faveur dans cette étude d'être plutôt restrictif. En fait, on sait aussi que le fait d'avoir de l'hypovolémie n'est pas une bonne chose, mais par contre, d'avoir aussi une surcharge hydrique est quelque chose qui augmente la mortalité et la survenue des lésions rénales et de l'insuffisance rénale aiguë. Ici, c'est ce qui est montré par cette méta-analyse. C'est des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë et très clairement, dans toutes ces études, une méta-analyse, c'est une compilation de toutes les études. Et quand on penche d'un côté et que la globalité ne passe pas par la ligne d'identité, ça veut dire que les choses sont en faveur ou en défaveur d'un certain type de traitement. Donc ici, on voit très bien que le fait d'avoir contrôlé la balance hydrique, très clairement, améliore la mortalité de ces patients. En gros, il n'y a pas de recette, c'est ni trop peu ni pas assez. Il faut essayer d'optimiser le volume et donc d'apporter un remplissage vasculaire qui soit le plus optimum possible. Et donc pour cela, on aura besoin de monitorage et aussi comment dire, de moduler la nécessité de ce remplissage vasculaire dans le temps. Donc, trop peu, c'est pas bon. L'hypotension, c'est catastrophique. Ça va donner une oligurie. Les états de choc aussi, si vous avez une pression artérielle aussi qui est trop basse avec une hypovolémie. Mais l'hypertension et le remplissage vasculaire avec la congestion d'organes est catastrophique aussi. Donc, il faut se retrouver ici ni déshydraté ni surchargé. Donc les recommandations disent qu'il faut contrôler la déplétion volumique, mais il faut en même temps essayer de gérer la surcharge hydrique, ce qui n'est pas toujours évident. Et comme je vous l'ai dit, souvent au départ, on doit remplir pour maintenir une volémie et une tension normale au prix d'avoir une surcharge hydrosodée, mais qu'on évacuera dans les heures qui suivent. Je ne vous parle pas des hydroxyéthylamidons qui sont interdits et de plus en plus interdits. Et puis, il faut, on le reverra après, mais aussi lutter contre l'hypovolémie quand on veut passer un patient en radiologie avec une injection de produits de contraste iodé, en perfusion, en rétablissant une volémie normale avec des cristalloïdes isotoniques. Alors, quelques mots sur la nature des solutés. On distingue maintenant deux types de solutés, ce qu'on appelle les solutés balancées et les solutés non balancées. Les solutés non balancées sont les solutés qui sont riches en chlore et dont les concentrations sont assez éloignées de celles du plasma. C'est le cas de ce qu'on appelle le salé
physiologique qui n'est pas physiologique, puisque vous voyez que la concentration de sodium dans cette solution est à 154, alors que chez l'homme, dans le plasma, elle est à 140, et surtout celle de chlore est très élevée, ce qui conduit à développer, quand on fait des remplissages avec ce type de soluté en grande quantité, à des hyperchlorémies avec des acidoses métaboliques qui n'est pas trop recommandée. Donc se sont développés, alors d'abord le plus connu, le plus ancien, donc on ne savait pas, ça ne portait pas ce nom-là, mais c'est le Ringer lactate. Vous voyez que le Ringer lactate a des concentrations en sodium et en chlore et en potassium qui sont proches de celles qui sont chez un sujet normal, 130 de sodium et 108 de chlore. Pour équilibrer la charge positive, les charges positives ici, le chlore ne suffit pas, donc il faut apporter des anions métabolisables. Ici, c'est le lactate, donc c'est un très bon soluté balancé. Et puis, il y en a deux autres qui sont le plasmalite et l'isofundine, Baxter pour le plasmalite et Bebron pour l'isofundine, qui ont des concentrations de sodium qui sont assez proches, avec des concentrations de chlore qui sont assez différentes, mais toujours inférieures, très inférieures à la valeur normale pour le plasmalite et quand même moins importantes que dans le NaCl pour l'isofundine et qui sont toujours mieux que le salé isotonique. Beaucoup d'études observationnelles, rétrospectives, comparatives dans le temps, etc., pour essayer de montrer si le fait de perfuser des solutés balancés à la place de salé isotonique et d'éviter l'hyperchlorémie modifiait la mortalité et surtout modifiait la survenue d'une insuffisance rénale aiguë, puisque l'hyperchlorémie, expérimentalement, est délétère sur le rein. Je vous montre la dernière étude la plus récente avec presque 16 000 patients de réanimation, deux groupes, un groupe qui a été perfusé pendant 7 jours avec des solutés balancés et un groupe qui a été perfusé avec du NaCl à 0,9% pendant 7 jours. Sur la diapositive ici, sur le schéma, vous voyez l'évolution dans le temps en abscisse avec l'évolution de la chlorémie. On voit très nettement que la perfusion de salé 0,9% entraîne un pic d'hyperchlorémie, surtout pendant les 2 premiers jours, parce que c'est là où on perfuse le plus les patients. On effectue le remplissage le plus important, alors qu'avec le chlore, on n'a pas du tout d'hyperchlorémie. Vous voyez même que dans le temps, ça baisse. L'objectif était d'évaluer un score composite qui incluait la mortalité à l'hôpital, la nécessité d'épuration extra-rénale et l'existence d'une dysfonction rénale persistante. Et voici le résultat. Ici, donc, le groupe de patients qui a reçu des cristalloïdes balancés et ici, le groupe de patients qui a reçu du NaCl à 0,9%. Et vous voyez qu'il y a moins de complications, que ce soit le décès, même s'il n'est pas significatif, la nécessité d'une épuration extra-rénale et la persistance d'une insuffisance rénale dans le temps, même si ça n'est pas non plus significatif. L'ensemble est différent, significativement différent entre les deux. Ce qui a conduit à dire pour beaucoup qu'il faut d'abord monitorer régulièrement la chlorémie et l'équilibre acide-base chez des patients à qui on passe des solutés qui sont riches en chlore, surtout avec des gros volumes, qu'on suggère d'utiliser plutôt, de donner la préférence aux cristalloïdes balancés lorsqu'on fait un remplissage vasculaire important, donc dans les premiers jours. Et puis, bon, ça c'est l'albumine, c'est pas trop notre top. Autre point à prendre en considération, on a vu le volume avec la nature des solutés de remplissage, la pression artérielle aussi, c'est toujours l'hémodynamique. Une grande étude qui avait été faite il y a quelques années qui cherchait à trouver quelle était la meilleure cible de pression artérielle moyenne chez des patients en réanimation qui avaient un choc septique. Donc une étude qui inclut beaucoup de patients, vous voyez presque 800, avec deux groupes randomisés. Un groupe dit basse pression artérielle, qui n'est pas si basse que ça, 65 à 70, c'est ce qu'on recommande, mais versus un groupe qui est pour une pression artérielle plus haute, entre 80 et 85. Très rapidement, les résultats, vous les voyez ici entre les deux groupes. Je veux juste vous montrer l'objectif principal qui était la mortalité à 28 jours et à 90 jours. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux, donc il n'est pas utile chez tout le monde de se mettre à 85 mm de mercure. En revanche, quand on regarde les patients qui avaient une hypertension artérielle chronique en termes donc, de nécessité d'épuration extra-rénale, eh bien, et en termes donc d'augmentation de la créatininémie, eh bien, vous voyez que les patients qui étaient hypertendus chroniques avaient un risque moindre d'épuration extra-rénale et d'insuffisance rénale aiguë dans le groupe qui avait la pression artérielle moyenne la plus importante.
D'autres travaux ont été faits énormément en périopératoire, en peropératoire. Je vais vous passer celui-ci parce que c'est un travail français qui est assez récent, où là, ils ont regardé 2 groupes de patients. Un groupe de patients dans lequel ils ciblaient une pression artérielle moyenne standard, hein, entre 60 et 65 de pression artérielle moyenne, et un groupe dit personnalisé en utilisant du monitorage pour avoir le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique, et sur des malades qui avaient de la chirurgie majeure, bien entendu, pour qu'il y ait un volume suffisant. Alors, ce n'est pas la pression artérielle moyenne qu'ils ont ciblée, c'est la pression artérielle systolique. Vous voyez sur cette diapositive l'évolution pendant les heures d'intervention et l'évolution des pressions artérielles systoliques entre les deux groupes. Le groupe qui était standard avait une pression artérielle systolique inférieure à celui qui avait une optimisation, pas de beaucoup, mais n'empêche que c'est significativement différent tout le temps. Et vous voyez que la survenue d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire était moindre significativement dans le groupe qui avait un monitorage et une individualisation de la pression artérielle par rapport au standard, 33% versus 49%. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est qu'il faut maintenir un niveau minimal de pression artérielle moyen compris entre 60 et 70. En général, avec ça, on se met à l'abri de tout pour prévenir et traiter une insuffisance rénale aiguë. Et que probablement chez les patients hypertendus, peut-être qu'ils ont besoin d'un objectif qui est supérieur. L'idéal serait de personnaliser l'objectif de la pression artérielle moyenne chez ces patients. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que chaque épisode d'hypotension, au-delà même de à peine 5 minutes, et surtout en opératoire, ça vient d'être montré, peut augmenter les risques d'insuffisance rénale aiguë. Les anglo-saxons, plus récemment, ont dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut traiter les patients quand on n'y arrive pas avec le simple remplissage par des vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle entre 65 et 70 plutôt une pression plus haute, chez des patients en tout cas qui ont un choc septique. Chez les patients qui ont une hypertension artérielle chronique, il faut monter les niveaux. Et puis, un peu à part, les patients qui ont une hémorragie cérébrale, il faut maintenir une pression plutôt élevée entre 140 à 190 tant que vous n'avez pas sécurisé, par exemple, s'il y a un anévrisme ou des choses comme ça. Si vous avez besoin de faire un vasoconstricteur, en première intention, c'est la noradrénaline pour maintenir les objectifs de pression artérielle moyenne, aussi bien chez les Français que les Anglo-Saxons. On sait ça depuis longtemps et dans les recommandations les plus récentes, vous voyez qu'ils redisent qu'en première intention, quand on a une hypotension qui est réfractaire, il faut faire de la noradrénaline comme premier choix. Les Anglo-Saxons, certains font de la vasopressine, parce que c'est un vasopresseur important, mais on ne l'a pas tellement en France, dans les chocs vasoplégiques après chirurgie cardiaque. Et puis ils disent qu'il faut préférer la personnalisation de la cible de pression artérielle quand c'est possible par rapport à l'état préexistant de pression artérielle du patient. On va passer maintenant aux agents néphrotoxiques pour vous parler donc des différents mécanismes. Il y a 4 types de mécanismes qui peuvent s'associer pour un même médicament ou une même pathologie. Il y a les causes systémiques, en particulier tout ce qui est vasculaire, microangiopathie vascularite, et puis les hypovolémies iatrogènes quand elles sont induites par les diurétiques. Les causes glomérulaires, parce qu'elles atteignent la vasomotricité de l'artériole afférente et efférente, donc elle modifie le débit de filtration glomérulaire. Donc c'est le groupe des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antihypertenseurs IEC ARA2. Pourquoi? Parce qu'ils entraînent une vasoconstriction de l'artériole afférente et une dilatation de l'artériole efférente du glomérule, et donc ils vont entraîner une baisse de pression de filtration. Les causes tubulaires, donc il y a soit des toxicités directes comme les aminoésides, des dépôts de cristaux comme les bêta-lactamines et des néphroses osmotiques, et puis les causes interstitielles induites par certains antibiotiques ou les salicyliés, par des néphrites interstitielles aiguës. Sur les produits de contraste iodé, pour vous dire que certes, ils ont tous une toxicité, mais la toxicité n'est pas du tout la même en fonction de l'osmolarité et de la viscosité des produits. On voit qu'il y a des dépôts qui se font. Le problème, alors, est d'abord à la quantité qui est injectée et puis au type de produit. Il faut quand même dire que maintenant, les produits de contraste iodé sont quand même beaucoup moins néphrotoxiques quand vous utilisez des ISO osmotiques et qui ont une viscosité qui est plutôt élevée, comme le Visipac. Mais
important, c'est que la vraie toxicité, en tout cas le rôle des produits de contraste iodé dans la toxicité et la survenue d'une insuffisance rénale aiguë reste quand même maintenant assez discuté parce que ça n'est jamais isolé. Ça intervient dans un contexte et donc on voit très bien que vous avez souvent plusieurs causes d'insuffisance rénale aiguë, de la traumato, du sepsis, etc., que vous allez avoir de l'hypotension, que vous allez avoir de l'insuffisance cardiaque, de la vasoplégie, et puis là-dedans va se perdre les produits de contraste iodés qui peuvent donner un petit coup de pouce, mais dont le rôle reste quand même très mineur par rapport à tout le reste et quand ils sont utilisés avec précaution. D'où l'idée de dire qu'il faut probablement recourir à une hydratation par cristalloïde pour essayer de prévenir cette néphropathie. Il ne faut pas que le malade descende, bien évidemment, en hypovolémie, parce que sinon c'est vrai que ça ne va pas le faire. Il n'y a aucun médicament qui peut prévenir, que ce soit la N-acétylcystéine ou le bicarbonate de sodium. Et surtout, il ne faut donc pas retarder la réalisation d'examens complémentaires ou l'administration de médicaments potentiellement néphrotoxiques s'ils sont nécessaires à la prise en charge du patient. Par exemple, vous avez une péritonite, vous n'allez pas vous interdire de faire une injection d'aminosyde si on sait que ça peut sauver le malade comme type d'antibiotique, surtout si vous le faites qu'une fois, on le verra. Vous n'allez pas non plus vous priver de faire un scanner injecté, parce que si vous faites un scanner non injecté et qu'on ne voit pas la cause de la péritonite ou qu'on ne voit pas la péritonite, vous allez perdre le patient. Les anglo-saxons ont dit exactement la même chose. Il faut faire de l'expansion volémique avec des cristalloïdes quand on utilise certains médicaments néphrotoxiques et puis ne pas retarder l'examen avec injection de produits de contraste iodé si on en a besoin. Sur les aminosides ont une toxicité directe cumulative qui est dose dépendante. Le risque est d'autant plus grand que les taux sériques sont élevés et ce risque dépend quand même de la molécule. On sait que l'amicacine est celui qui est le moins néphrotoxique par rapport à la gentamicine. Et vous savez qu'on réserve l'administration de gentamicine à des indications très particulières maintenant. 2 mots sur les antihypertenseurs IEC et ARA2. Pour vous dire qu'il n'y a pas d'étude qui est montrer que, à proprement parler, il y en a quelques-unes, mais qui commencent à montrer que maintenir des IEC et des ARA2 en période périopératoire, surtout pour de la chirurgie majeure avec des risques d'hypotension, n'est pas une bonne chose, parce que de toute façon, ces médicaments augmentent le risque d'hypotension artérielle péropératoire, ce qui est montré ici, et on sait que plus on a d'hypotension en péropératoire, plus on a des risques quand même d'insuffisance rénale aiguë, même si dans cette méta-analyse, ça n'a pas été montré. 2 mots sur comment essayer de diminuer la néphrotoxicité de certains médicaments. D'abord, les aminosides, maintenant c'est depuis de nombreuses années, qu'il faut les administrer en une seule injection par jour, qu'il faut monitorer les taux résiduels au-delà d'une injection, qu'il faut les administrer au maximum 3 jours à chaque fois que possible. Il n'y a que des indications particulières pour lesquelles on le fait pendant plus longtemps, et donc il faut respecter ces règles. Pour ce qui est des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des IEC, des ARA2, chez les patients à risque, il faut faire très attention, aussi bien en réanimation qu'en chirurgie lourde. Donc, ce n'est pas interdit, mais en tout cas, dans les chirurgies à risque, dans la période périopératoire précoce, il faut les arrêter et il faudra vérifier que la fonction rénale a repris normalement avec un débit de filtration glomérulaire suffisant pour reprendre ce type de médicaments. 2 mots sur les diurétiques très vite, parce que là, il y a de nombreuses études et vous voyez qu'il y a des méta-analyses. Ça ne change pas la nécessité de faire appel à une épuration extra-rénale chez nos malades. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, ça peut servir quand on a une surcharge hydrique hydrosodée, si le malade a une diurèse. Et donc, c'est ce qu'on a dit dans les recommandations, qu'il ne faut pas utiliser de diurétique dans l'objectif de prévenir ou de traiter une insuffisance rénale aiguë et qu'il faut réserver ce traitement à la surcharge hydrosodée si le malade a une diurèse. Il n'y a pas d'autres médicaments qui puissent prévenir ou traiter une insuffisance rénale aiguë, ni le bicarbonate de sodium avec l'alcanisation des urines, ni la dopamine, ni tout ce que vous voulez. Tout ça n'a pas fait preuve d'une efficacité. Les anglo-saxons ont dit la même chose que nous aussi après, c'est-à-dire pas de diurétiques pour traiter ou prévenir seulement l'insuffisance rénale aiguë, mais les utiliser pour contrôler ou éviter la surcharge hydrique chez des patients qui ont une diurèse sous diurétique, sinon ça ne sert à rien. Il me reste 2 ou 3 diapositives pour vous dire 2 mots sur l'insuffisance rénale aiguë et le devenir de la fonction rénale. Pendant longtemps, on a pensé que la récupération des malades était totale, c'est faux.
On sait maintenant que ça peut évoluer assez souvent vers une dysfonction rénale, même si elle ne nécessite pas, si elle n'est pas terminale et qu'elle ne nécessite pas une épuration, une dialyse à long terme. Et donc, ça peut évoluer aussi vers l'insuffisance rénale chronique à terme qui demandera de la dialyse. On sait maintenant qu'il y a un continuum entre l'insuffisance rénale aiguë, ce qu'on appelle la maladie rénale aiguë, qui survient juste après la période aiguë, et puis la maladie rénale chronique, et on sait à peu près les délais. Donc les 7 premiers jours de l'agression, ben, vous allez avoir ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, puis on passe dans la partie maladie rénale aiguë qui peut durer jusqu'à 3 mois. Et si après 3 mois vous n'avez pas de récupération, on passe à une maladie rénale chronique. Et c'est pour ça que tous les réanimateurs maintenant proposent un suivi ou par un médecin généraliste ou un suivi néphrologique quand vous avez un patient qui fait une insuffisance rénale aiguë. À 6 mois, 3 mois, tout cela reste à définir, mais au moins une fois et le noter, ce qui n'est pas toujours facile à faire. En conclusion, on sait qu'on peut quand même diminuer et prévenir un tout petit peu avec des précautions ce risque d'insuffisance rénale aiguë. C'est les recommandations, les guidelines de l'équipe de Cadigo qui disent qu'il faut, si possible, éviter le plus possible tous les agents néphrotoxiques, bien sûr, optimiser au mieux la volémie et tous les paramètres hémodynamiques avec la pression de perfusion, la pression artérielle. Pour cela, il faut utiliser un monitoring hémodynamique qui est souvent utilisé en réanimation, moins au bloc opératoire. Pourtant, moi, je vous encourage à le faire sur du péropératoire de chirurgie lourde, qu'il faut bien sûr mesurer la créate et la diurèse, et moi je rajouterais même la clairance de la créatinémie, éviter l'hyperglycémie trop importante, faire attention quand on utilise des produits de contraste iodé, et puis attention aux IEC, aux ARA2 en périopératoire si vous avez de la chirurgie lourde. Je vous remercie pour votre attention.